l'Espagne ou l'Argentine. Qui est, selon toi, le favori? C'est pas une question facile. Non, pas une question facile. Avant d'y répondre, je vais déjà me réjouir de l'affiche qu'on a en finale. Parce que, bon, alors maintenant, on a digéré, en tout cas, on essaye de digérer la déception, l'élimination de l'équipe de France. On s'est remis de nos émotions après ce match assez intense en demi-finale entre l'Argentine et l'Angleterre. Si on met de côté tout ce dont on a déjà parlé sur l'Argentine et tout ce qu'on peut reprocher à cette équipe dans le vice et même dans des choses un peu plus sérieuses que ça, je crois qu'en termes de jeu, je suis assez content de ce qu'on va voir. On va avoir un jeu avec du foot technique au cœur du jeu de ces deux équipes quand même, parce que l'Argentine notamment n'est pas qu'une équipe qui met des coups, il y a aussi de très beaux joueurs. Donc je suis assez content, je pense que ça va aussi être une belle opposition de style, donc voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais c'est plutôt une belle affiche sur le papier et très équilibrée. Donc je viens de commencer à répondre à la question, très équilibrée, donc compliqué à ressortir un favori, mais je vais quand même mettre l'Espagne. Je vais mettre l'Espagne parce que je pense que c'est l'équipe qui a le plus les armes pour éteindre le feu argentin en fait, parce que cette équipe argentine, elle a réussi à enflammer toutes ses fins de match depuis la phase d'élimination directe par quelque chose d'un petit peu irrationnel, par beaucoup de qualité, on va y revenir après aussi. Mais je crois que l'Espagne, de par sa maîtrise au milieu de terrain, a les armes pour calmer tout ça, garder le ballon et ne pas tomber dans les pièges dans lesquels sont tombés notamment les Anglais, à savoir perdre un peu leurs moyens une fois qu'ils ont ouvert le score, dans lequel sont tombés aussi les Suisses, prendre ce carton rouge un peu bête avant les prolongations. Et puis après, quand on parle du Cap-Vert, quand on parle de l'Égypte, on parle aussi d'équipes moins expérimentées que ça. Donc je crois que voilà, avec l'Espagne, il y a peut-être la kryptonite dans cette compétition de l'équipe d'Argentine. Je te rejoins sur quelques points, pas tous. Sur le papier, sur l'aspect jeu, j'ai quand même envie de donner un avantage à l'Espagne parce que j'ai vu ce que cette Espagne était capable de donner face à l'équipe de France. Aussi avant, face à la Belgique qui avait fait un très bon match face à la Roja, face au Portugal dans une moindre mesure. Et j'ai quand même l'impression que l'Espagne est capable de se mettre à la mesure de son adversaire et d'élever le niveau s'il faut élever le niveau. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu face aux Bleus. Là où je te rejoins pas tout à fait, c'est que je ne sais pas ce que peut donner cette équipe d'Espagne-là face à une Argentine qui risque d'être agressive, puisque c'est aussi, ça fait partie de son ADN, ça fait partie de son jeu. Et je ne suis pas certain que la Roja ne soit pas capable de dégoupiller, de perdre un petit peu le fil quand elle sera gênée, notamment au milieu de terrain, notamment des Rodri, tous ces joueurs-là qui ont quand même besoin d'un certain confort pour briller. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner face aux aboyeurs du milieu de terrain. Ce n'est pas seulement des aboyeurs, c'est aussi des joueurs qui sont capables de jouer au football, mais ils ont une vraie capacité à rentrer dans l'art, si je puis dire. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que peut donner cette Espagne-là, même si effectivement, ils ont une certitude technique qui est absolument folle et qui peut leur permettre d'éviter le piège, si je puis dire. Pardon. Là, je finis, là où il y a un vrai point d'interrogation, c'est effectivement cette espèce de force complètement irrationnelle qu'on voit depuis le début des matchs à élimination directe. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a même l'impression qu'il n'y a pas de limite finalement quand on revoit encore le match d'hier face à l'Angleterre. Donc c'est pour ça que c'est difficile de trancher finalement sur cette finale-là, parce que l'Argentine a ce supplément d'âme qui est colossal. Je te rejoins évidemment, mais mon contre-argument, c'est quand même que l'Espagne aussi a les joueurs pour faire dégoupiller un adversaire. Faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a l'exemple type avec l'Argentine et l'exemple un petit peu exacerbé qu'il faut oublier que l'Espagne a Marc Cucurella, qui n'est pas le dernier, pour aller chauffer un petit peu les adversaires. Un Lamine Yamal, il sait dans un autre registre, plutôt techniquement, aller titiller un petit peu un adversaire. Rodri, c'est pas le dernier aussi, pour mettre le petit coup qui va bien, pour glisser le petit mot à l'oreille. Ils ont des spécimens comme ça aussi, les Espagnols. Pedro Porro, bien sûr. Ils ont aussi leurs spécialistes dans le domaine, nos amis espagnols. Donc, je crois qu'ils vont pas forcément être dépaysés dans ce registre-là. Et par rapport au jeu, en fait, le côté irrationnel dans lequel basculent les matchs de l'Argentine, je l'ai dit un petit peu avant, mais il y a quand même souvent une bonne part liée à l'adversaire qui tend un petit peu le bâton. L'Espagne, je pense qu'ils sont mieux armés que les autres pour ne pas, encore une fois, tendre ce bâton-là. Ce qui est sûr, c'est que ça paraît impossible d'imaginer l'Espagne déjouer comme l'Angleterre a déjoué. Voilà.
Et de toute façon, on l'a vu face à Le l'équipe meilleur de exemple, France. c'est l'équipe de France, exactement. Ils ouvrent le score. Derrière, je vois pas une Espagne qui s'affole. Alors, c'était aussi lié au fait qu'il y avait des Bleus qui, globalement, étaient pas du tout au niveau, notamment offensivement. Beaucoup de joueurs qui ont perdu leurs moyens un petit peu. Mais effectivement, l'Espagne, ça sera toujours proactif. Vous n'allez pas voir Luis de la Fuente faire rentrer je ne sais quel défenseur, Marcos Llorente, pour sortir Yamal en fin de match. Non. C'est une tenue du ballon. Les entrants, ça va être Mikel Merino, ça va être Pedri, ça va être des joueurs qui vont geler un peu tout ça et permettre à l'Espagne de bien gérer une fin de match si avantage au score il y a. Par contre, si l'Argentine ouvre le score, à voir, parce Oui. que l'Espagne a jamais été menée dans cette Non, de compétition. toute façon, elle a encaissé. Alors que l'Argentine a vraiment l'habitude. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de cette confrontation-là. Qui vous voyez favori? Je vois Kevin qui nous dit c'est du 60-40 pour l'Espagne. Thomas qui nous dit pas facile sur l'historique, un seul match en Coupe du Monde. Ouais, de toute façon, l'historique, on a, et c'est aussi, ça rejoint un petit peu ce que disait Arthur en début de propos, il y a une réalité, c'est qu'on a les deux meilleures équipes du monde. On a le champion du monde en titre, le champion d'Europe en titre. L'Argentine qui reste quand même sur 2 Copa América. Je pense qu'on va en reparler juste après sur la partie Messi, mais on a 2 équipes qui sont rodées et, si on revient dans un passé très récent, et là, à l'instant T, qui sont rodées à ces grands rendez-vous-là. Donc, je ne vois pas d'avantage psychologique globalement sur cette finale. Moi, j'ai quand même hâte de voir comment cette Espagne peut réagir face à l'engagement physique, parce que je trouve que c'est une filière qui n'a pas été assez exploitée par ses adversaires jusqu'à présent. Et donc, je pense que ça va être la chose la plus intéressante à voir sur les premières minutes de ce match-là. Moi, je vais m'intéresser aussi à ce qui va se passer sur les côtés parce que il y a un aspect qui m'a un petit peu surpris quand j'ai vu l'Argentine évoluer petit à petit dans cette compétition, c'est à quel point ils passent par les côtés, les Argentins. Quand on voyait les premières compos, ces milieux à 4 milieux très travailleurs avec finalement que les latéraux pour vraiment animer les couloirs, je me disais, bon, ça va être un peu stéréotypé tout ça. Mais finalement, non, l'animation, je la trouve très intéressante. L'Argentine, c'est une des équipes qui réussit le plus de centres. Ils ont le 3e taux de réussite de centre dans la compétition. C'est une des équipes qui fait le plus de têtes, qui obtient le plus de corners. Bref, c'est une équipe qui est capable d'apporter le danger malgré globalement que des petits gabarits ou presque. Aussi beaucoup dans le domaine aérien. Il y a d'innombrables buts, notamment ces fameux buts dans les dernières minutes qui sont arrivés de centre, alors souvent de Lionel Messi, mais pas que. Donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans le jeu de l'Argentine, parce qu'évidemment, on est tous tentés de ne penser à l'Argentine que via le prisme des coups, du vice, de faire dégoupiller l'adversaire, de l'état d'esprit. Mais il y a quand même de la qualité, et j'en viens presque à penser que si vous prenez les individualités fortes, l'Argentine est mieux armée, parce que vous commencez le match avec Lionel Messi, qui est encore au niveau des tout meilleurs joueurs du monde, avec Julián Alvarez, qui met un but exceptionnel contre la Suisse, qui rappelle souvent quel joueur il est, et puis vous finissez le match avec Lautaro Martinez. Donc le secteur offensif, il est quand même intéressant. Après, sur l'aspect collectif, je trouve quand même que les belles séquences de l'Argentine, on les voit sur un timing relativement réduit dans les matchs, et c'est souvent en fin de rencontre qu'on voit l'Argentine se réveiller, et qu'il faut souvent quand même aller la titiller pour qu'enfin elle se réveille. C'était le cas contre la Suisse et ça a encore été le cas contre l'Angleterre. Tu parlais du jeu de l'Argentine. En fait, on a un petit peu été méchant avec l'Argentine sur le jeu parce qu'on n'était pas capable de voir des choses qu'on a envie de voir dans le jeu d'aujourd'hui. Le jeu de l'Espagne nous plaît, le jeu de l'équipe de France nous a plu. L'Argentine, c'est beaucoup moins nouveau, c'est beaucoup moins rafraîchissant, mais c'est diablement efficace et c'est quelque chose qui a toujours fonctionné. Tu l'as dit, ça passe par les côtés. Il y a 2 latéraux qui sont extrêmement importants avec Molina et Tagliafico. Et finalement, le centre et la présence dans la surface, c'est encore une recette qui fonctionne aujourd'hui, et l'Argentine le démontre très très bien depuis le début de cette compétition. Et ça ne veut pas dire que l'Argentine joue mal, ça veut dire qu'elle a un plan qui certes n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait novateur, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et mettre de la présence dans la surface, mettre de l'intensité dans la surface, être capable de faire des bons centres, qui est quelque chose que l'on voit de moins en moins chez des sélections de référence, notamment l'équipe de France, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir que cette vieille recette-là, l'Argentine a réussi à l'appliquer à cette Coupe du Monde et à aller au bout avec. Je suis curieux de voir quels vont être les compos. Pour l'Espagne, visiblement, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Je pense qu'on aura la même qu'on a vu contre la Belgique et contre la France. C'était les deux mêmes, avec notamment Fabian Ruiz qui s'était réimposé dans ce milieu de terrain-là. Par contre, côté argentin, on a vu des choses assez différentes. On a vu ce milieu très renforcé à 4 vrais milieux de terrain très longtemps dans la compétition.
Et puis hier soir, on voit Simeone qui est aligné aux dépens de Paul, qui sort donc de ce milieu. Il n'y avait que, entre guillemets, 3 vrais milieux travailleurs. Ça a donné une autre animation aussi. Ça a donné un Simeone qui a donné beaucoup de boulot aussi aux latéraux anglais avec sa hargne habituelle, son activité. Je pense que quoi qu'il arrive, Cucurella sur son côté gauche, il va avoir de sacrés clients. L'interrogation côté espagnol, c'est peut-être Lamine Yamal aussi, parce qu'il faut qu'on parle de lui. Lionel Messi, on va en parler plus en détail dans le sujet suivant, mais Lamine Yamal, vrai doute. Alors, il a été ménagé à l'entraînement aujourd'hui, tout comme Pedro Porro. A priori, pas trop d'inquiétude, mais Yamal, il traverse une compétition relativement neutre. C'était pas mal contre l'équipe de France. J'ai vu pas mal de gens s'emballer sur la prestation de Yamal contre les Bleus. Moi, j'ai pas été impressionné. Mais ça monte tout doucement en puissance. Reste quand même que on aurait pensé il y a quelques semaines en avance que ce match-là serait un match entre 2 immenses individualités. Force est de constater quand même que l'Espagne s'appuie beaucoup plus qu'il y a quelques mois sur un collectif très très huilé que sur la Yamal dépendance. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait même faire un débat sur qui est le joueur le plus important de la Roja depuis le début de la compétition. Ouais. On pourrait avoir plusieurs noms. Tu as évoqué Cucurella. Moi, en tout cas, c'est mon avis à moi. Je pense que c'est le joueur le plus important depuis le début de la compétition et surtout le joueur le plus dangereux sur la globalité. On peut parler de Rodri qui n'a pas fait une grande phase de groupe, mais qui est vraiment monté en puissance avec les matchs à élimination directe, notamment contre l'équipe de France. On peut parler d'Oyarzabal qui est le buteur de cette Roja, c'est quand même très important. Donc il y a plusieurs joueurs qui vraiment pointent le bout de leur nez. Je sais pas si toi. Fabien Ruiz, encore une fois, il n'était pas titulaire tout le temps en début de compétition. C'était plus Pedri par moment. Ça a pas mal essayé différentes formules du côté de De La Fuente. Et là, Fabien Ruiz, il est de retour comme titulaire. Le match qu'il fait contre les Bleus, costaud, c'est le Fabien Ruiz du PSG. Je crois d'ailleurs qu'il touche autant de ballons que Rodri sur le match face aux Bleus et qu'à deux, ils sont à quasiment 165 ballons. Ouais, et puis Fabien Ruiz, c'est aussi, alors évidemment, on le connaît, son toucher de balle, présence entre les lignes, il vient, c'est le parfait exemple de comment on interprète le jeu de position espagnol, mais il y a aussi sa présence physique, il prend des ballons de la tête, il ramasse quand même beaucoup de ballons dans les airs aussi, donc intéressant, notamment dans l'impact aussi qu'il va y avoir face à ce milieu argentin très bagarreur. Petite stat au passage que j'ai vu passer tout à l'heure puisqu'on parle de Ruiz, il est à 49 sélections avec l'Espagne, il n'a pas perdu un match, sauf là, moi je considère quand même que quand vous perdez au tir au but, vous perdez le match. Donc il y a cette défaite en finale de Ligue des Nations face au Portugal où il était sur le terrain. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas une stat similaire de lui avec le PSG. C'était pas déjà lui qui était impliqué dans une stat similaire. En fait, il faut juste recruter Fabien Ruiz. Je crois qu'en fait, pour si vous voulez gagner, Fabien Ruiz. Donc, mais ça dit quand même quelque chose de ce qu'est ce joueur qui est globalement sous-coté. Alors évidemment, ce qui s'est passé avec le PSG sur les dernières saisons a permis de le réhabiliter totalement et de comprendre à quel point il est important. Mais peut-être qu'on ne le valorise pas justement à sa juste valeur. J'ai vu un commentaire intéressant je voulais l'évoquer, peut-être qu'on va l'évoquer sur une autre partie Messi, mais il y a Kevin qui nous dit « L'Argentine est très intelligente. Messi qui fixe le latéral, feinte une préparation de rush pour attirer Anderson. » Surtout que ces choses-là, ce sont des schémas que l'Argentine applique régulièrement. Ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas de la spontanéité, c'est un plan de jeu, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi. La passe en retrait qui arrive sur Enzo Fernandez, c'est aussi quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois. Donc l'Argentine ne fait pas les choses au hasard, elle fait les choses de manière simple, peut-être des choses qui ne sont pas, encore une fois, révolutionnaires, mais ça fonctionne et surtout c'est travaillé et à la fin ça paie. Et je trouve que ce qui rend le jeu de l'Argentine pas aussi stéréotypé que ce qu'on aurait pu penser, c'est en fait l'état de forme de Lionel Messi. Ouais. Vous voyez le deuxième but hier, Lionel Messi il déborde sur son pied droit pour centrer. Enfin, ça, personne ne l'aurait imaginé avant la compétition. Je pense qu'on s'attendait tous à voir Messi en pantoufle entre les 16 et les 20 mètres, tenter des frappes, faire un centre de temps en temps. Non, c'est beaucoup plus que ça. J'ai vu un autre commentaire de Kevin sur l'Espagne à l'Euro. Il n'y avait déjà pas de Yamal dépendance. Les Cucurella, Rodri et Olmo étaient énormes pour gagner le titre. Il n'y avait pas de Yamal dépendance. Mais le jeu passait beaucoup sur les côtés. Ça passait beaucoup sur les côtés. Avec Nico Williams aussi, ça c'était quand même une grosse différence. Il y avait du danger sur les deux ailes. Là, Baena, c'est costaud, c'est un bel Euro assez consistant, mais c'est pas du niveau de Nico Williams à l'Euro 2024. Et par contre, sur Olmo, pareil, joueur qui monte en puissance sur cette compétition. Je l'ai beaucoup aimé contre l'équipe de France, intelligence de jeu dingue. Sa remise évidemment sur le deuxième but exceptionnel. Et même sur Yamal qui finit Oui, tout à fait. Non, vrai bon joueur qui est souvent là depuis l'Euro dans les matchs qui comptent.